Hello à tous. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo. Donc je me présente, je suis Riwan, coach chez Smart Life. Donc Smart Life, c'est une entreprise de coaching en ligne qui aide les personnes souffrant de troubles du comportement alimentaire. Je suis accompagné de Marine, qui est notre psychologue partenaire, qui est spécialisée dans la thérapie cognitive et comportementale. Salut Marine. Salut Riwan. Alors, du coup, selon toi, comment penses-tu que justement le cercle vicieux de l'hyperphagie peut-il maintenir les comportements alimentaires problématiques? Ouais, alors ce qu'il faut savoir, c'est que bien souvent, avant une crise d'hyperphagie, il y a ce qu'on appelle un événement stressant. Suite à ça, la personne va avoir tendance à se mettre en situation à haut risque de crise en prenant des petites décisions qui sont parfois anodines. Ça va être par exemple aller au centre commercial juste après s'être disputé avec son partenaire et puis du coup se retrouver au rayon biscuits et chocolat, acheter tout ce qu'il faudrait pour une éventuelle. Et après ça, après s'être mis en situation à haut risque de crise, il y a ce qu'on appelle les pensées permissives. Les pensées qui vont autoriser la crise. Donc ça va être par exemple, oh bah foutu pour foutu, autant manger maintenant, je serai mieux après. Donc la crise est autorisée, donc la crise arrive. Et puis après la crise, il y a ce qu'on appelle une phase réfractaire, où là, la personne va avoir tendance à culpabiliser, à s'autodéprécier. Donc il va y avoir des pensées de type je suis nul, j'y arriverai jamais. Ça va entraîner de la honte, de la culpabilité, du désespoir, de l'angoisse. Et le souci, c'est qu'en fait, plus cette phase est importante, plus la crise suivante se rapproche et intense. Il faut savoir que l'autodépréciation, c'est vraiment un facteur de maintien de l'hyperphagie. Et selon toi, du coup, quelles sont les peurs courantes, auxquelles peut-être les personnes qui nous écoutent pourront s'identifier, justement auxquelles les personnes qui souffrent d'hyperphagie font, régulièrement face, quoi? Mm. Donc, à la base de l'hyperphagie, il y a toujours une image de soi qui est plutôt négative. Et donc, ça dépend vraiment du vécu personnel, des événements qu'on a traversés, du tempérament, de son histoire. Et puis après ça, comme les personnes ont de mauvaises images, elles vont être influencées un peu plus facilement par la mode, les médias. Elles vont ensuite avoir tendance à croire aux publicités de diététique, de régime plus facilement. Elles vont décider de se mettre en restriction puisque l'image d'elles-mêmes ne leur plaît pas. Et puis, une fois en restriction, c'est la porte ouverte aux crises d'hyperphagie, puisqu'il y a des périodes de jeûne parfois importantes. Et puis, une fois que le mécanisme est en place, à ce moment-là, dès qu'il y a un événement stressant au quotidien, les crises peuvent survenir à nouveau. Voilà, effectivement, Et et c'est ce que je voulais juste rebondir, rapidement dessus. Effectivement, comme tu disais, ce cercle vicieux qui est, notamment créé par, voilà, tout ce qu'on peut entendre et lire, et effectivement, nous, en tant que coach, c'est important d'effacer ces fausses croyances. Il y en a tellement, par rapport à la nutrition, par rapport à l'entraînement, comment est-ce qu'il faut s'entraîner, combien de temps il faut s'entraîner, comment est-ce qu'il faut manger, est-ce que, voilà, pour passer en déficit, enfin, des personnes qui souhaitent passer en déficit, mais qui le prolongent, qui le prolongent, qui le prolongent et qui arrivent du coup finalement en sous-nutrition. Donc effectivement, je voulais juste rebondir sur ça avant de te laisser continuer. ouais. Du coup, ce que je voulais rajouter, c'est que les peurs qui sont principalement présentes, ce sont déjà la peur de grossir, qui est déjà présente, et puis après, ça va être la peur de certains aliments. Puisque finalement, quand elles se mettent en restriction, elles vont attribuer une valence émotionnelle à certains aliments, et elles se basent vraiment sur des règles purement intellectuelles plutôt que physiologiques. C'est-à-dire, par exemple, se dire, si je mange du chocolat ou des pâtes, je vais grossir plutôt que de se dire là je peux manger des pâtes parce que j'ai faim. C'est ça. Donc C'est vraiment la diabolisation de certains aliments finalement, c'est ça. ouais, c'est ça. C'est vraiment ces deux craintes-là qui sont très présentes, la peur de grossir et du coup la peur de certains aliments qui est vraiment renforcée par le fait de les éviter. C'est ça. Et des aliments potentiellement que les personnes aiment et apprécient manger, En effectivement, plus. c'est ça. Des aliments qui derrière créent une frustration, et quand, Mm. justement par exemple, elles veulent acheter, ces personnes veulent acheter, un paquet, par exemple, de chocolat, je prends un exemple classique, pour justement en prendre un carré ou 2 par jour pour pur plaisir, on va dire, gustatif, et ben, elles vont en prendre, toute la tête parce que il y a toujours cette frustration. Elles savent qu'elles vont pas s'autoriser le droit d'en manger le reste de la semaine parce que pour elles, c'est synonyme de prise de poids, et derrière, voilà, on crée, ce fameux cercle vicieux, par rapport à ces aliments-là.
C'est ça, en plus du fait, que la dénutrition, le fait d'avoir faim, va entraîner, un stockage parce que le cerveau, il a peur d'être privé, donc forcément, à un moment donné, il y a cette impulsion à manger, en plus de la frustration, qui est présente, oui, c'est sûr. C'est ça. Et selon toi, du coup, quelles sont les étapes ou les approches recommandées pour aider les personnes à sortir, justement et de casser ce cercle vicieux? Alors dans un premier temps, bah, on va essayer de comprendre ce qui se passe, les déclencheurs. En fonction des déclencheurs, on pourra travailler sur différents, exercices et outils et puis, c'est important de pouvoir travailler déjà sur les pensées permissives, les premières pensées qui autorisent la crise. On apprend, à les contrer et puis on travaille aussi beaucoup sur, la phase réfractaire, sur les pensées, dévalorisantes ou, culpabilisantes, justement pour prévenir la récidive des crises. OK. Et selon toi, du coup, comment est-ce que, bon, les 2 questions vont être liées, c'est pour ça que je pose les 2 directement, mais, Mmh. comment la confrontation, du coup, aux peurs peut-elle être bénéfique, dans le processus de monter, l'hyperphagie? Et en quoi l'accompagnement, en plus, de l'accompagnement, pardon, psychologique par un coach peut être, bénéfique dans ces situations-là? En fait, comme les personnes ont peur de manger certains aliments ou, de certaines situations du quotidien, par peur de grossir, il va falloir s'y exposer pour faire diminuer l'anxiété. Parce que plus on évite, plus l'anxiété se maintient et se renforce même. Donc, la première étape, de la thérapie, ça va être, bah, de travailler sur les pensées pour les aider à s'y exposer plus facilement, à accepter plus facilement d'aller dans ces situations. On adopte de nouvelles pensées un peu plus rationnelles compte tenu des situations et puis après ça, on les accompagne, dans les exercices d'exposition où ils vont aller progressivement tester les situations qui entraînent de l'anxiété. Et donc c'est tout l'enjeu de l'accompagnement chez Smart Life justement, parce qu'on a des coachs spécialisés en activité physique, en nutrition. Moi-même qui suis psychologue, on travaille vraiment tous ensemble pour aider les personnes à aller, vers ces situations qui sont très anxiogènes. Donc les coachs sont vraiment là pour aider, sur le plan, nutritionnel, c'est vraiment très important. Ils peuvent bien déconstruire les fausses croyances et puis les aider à réadopter, une alimentation sereine. Et puis nous, en thérapie, on travaille plus sur le côté, anxiogène des situations, faire diminuer l'anxiété et puis travailler aussi sur les pensées et les aider, à aller plus facilement vers ces situations. Donc, on a fait un bon tour, effectivement du sujet. Est-ce que pour conclure, est-ce que tu aurais un mot du coup, parce qu'il y a pas mal de gens, je pense, qui souffrent, de troubles du comportement alimentaire, qui nous écoutent et qui ne savent peut-être pas quoi faire ou qui contacter pour les aider. Est-ce que tu aurais un mot pour, les encourager et pour justement, voilà, se lancer dans une aventure telle que Smart Life, ou et de faire appel justement à un psychologue? Ouais et bien, juste vous dire que, c'est important de se faire aider dans ces moments-là. C'est vraiment pas simple d'arriver à sortir, de l'hyperphagie tout seul. Il y a beaucoup d'émotions qui sont difficiles à gérer et nous, on est là justement pour vous accompagner, pour vous aider dans ces moments-là, vous soutenir. Il y a vraiment aucun jugement de notre part, c'est vraiment fait en toute bienveillance. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas, à faire appel à Smart Life, si vous avez l'impression de souffrir d'hyperphagie ou d'autres troubles alimentaires. Bah, écoute Marine, je te remercie pour cette petite entrevue. Je vous remercie à vous aussi de nous avoir écoutés et on vous dit à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!